Allô, bonsoir, monsieur Robert. Oui, comment allez-vous? Je suis très bien. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Je vous entends très bien. Et vous, Dieu ça va? merci, moi aussi je vous entends très bien, mais je ne vous vois pas. Non, j'ai pas de... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. L'essentiel, c'est que nous pouvons connecter et nous pouvons discuter. C'est un honneur, vraiment un honneur pour moi d'avoir pu te contacter et avoir l'opportunité de vous recevoir chez moi cette nuit. Ici, c'est là où je vis. يعني des choses humbles comme tout le monde. Des choses simples. Et vous êtes chez moi. Et alors, vous êtes chez moi maintenant. Qu'on passe aux choses plus sérieuses. J'ai reçu votre email. Je suis vraiment touché que vous soyez le premier à faire le premier pas vers cette connexion qui est aussi importante pour moi et pour mon pays aussi. D'accord. Effectivement, il faut savoir que nous, on a commencé tôt avec les gaz de schiste. Donc, on a effectivement une certaine expérience à la fois des pétroliers et gaziers, et puis des luttes qu'on est en train de mener, parce qu'on n'a encore rien gagné. Hein, on est toujours à lutter. Hein. Et voilà. La bataille continue. La bataille continue, oui. Exactement. Je suis en train de suivre vos actions en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, et particulièrement en France, puisque je suis, comme vous le savez, francophone. Je peux comprendre plus de monde et je peux m'adresser à beaucoup de monde aussi. Mais ça n'empêche que le monde est plus vaste que notre enceinte qui est le Méditerranée et l'espace qui nous groupe et qui nous force à vivre ensemble. Parce que nous n'avons pas choisi notre présence en Nord d'Afrique et vous n'avez pas choisi votre présence en France. Nous sommes là, voilà, personne ne peut l'expliquer. Fallait-il trouver des solutions qui conviennent à la région, qui peuvent résoudre les problèmes de cette région. Là, maintenant, avec les moyens de communication et les moyens de transport modernes, il n'y a pas de distance entre Tunis et Paris, Tunis et Londres. Exactement. Absolument. Malheureusement, nos politiciens, nos philosophes du 25e heure, jusqu'à maintenant, ils ne réalisent pas que ce monde est devenu un petit village. Oui. Et effectivement, ils sont... mais en fait, il faut peut-être un peu les comprendre aussi, c'est que les lobbies qui managent le monde aujourd'hui, parce que ce ne sont pas les politiques qui managent le monde, ce sont les lobbies. Ça c'est certain. Et donc, ils sont à la merci des lobbies, tous les politiques aujourd'hui, sans exception de pays, hein, que ce soit aux États-Unis, en France, chez vous, en Tunisie, partout. Ils sont tous aux mains des lobbies qui managent ça de façon... j'allais dire à leur avantage, mais pas à l'avantage du citoyen ni des citoyens ordinaires. Du citoyen ordinaire, c'est pas là. Effectivement, monsieur, mais fallait-il savoir aussi qu'il est de notre sort et entre nos mains de faire bouger cette masse. Absolument. Silencieuse. Il faut qu'on arrive à faire bouger la masse critique de la population. C'est ça notre but et c'est ça notre souci. Oui. Et donc pour ça, il faut informer, il faut effectivement donner beaucoup d'informations partout. C'est ce qu'on a fait nous jusque-là. Hein. C'est qu'on essaye d'informer les citoyens dans leur village et dans leur ville, en faisant des actions de conférences et de débats, de façon à ce que tout le monde prenne conscience qu'il y a un problème à résoudre et qu'il va falloir le résoudre par nous-mêmes. Certainement. Je ne sais pas si vous avez une petite idée concernant notre lutte en Tunisie et en Nord d'Afrique. Alors, un petit peu, oui, puisque je suis en contact aussi avec un professeur qui est de la région d'Oran en Algérie. Qasim Moussi. Voilà, oui. Tout à fait. Ouais, c'est une personne que je respecte et il est en constant contact avec moi et nous luttons ensemble. En Tunisie, c'était un peu à la secrète. Avant le 19 septembre dernier, on traitait, moi personnellement et mon équipe du GIES, le groupe d'intelligence scientifique et économique de Tunisie, que je préside,
nous avons traité dans un sens où on peut adresser au gouvernement, aux responsables, aux officiels. Mais au bout de quelques mois, nous avons découvert qu'ils sont en train de nous duper. Ils reçoivent avec un grand smile, avec un grand sourire. Merci monsieur, le dossier est chez nous, on va le voir et on va vous faire arriver notre réponse. Jusqu'au jour, le 19 septembre, la matinée, notre ministre de l'Industrie déclare très heureux, avec toute la gaieté que vous pouvez lire sur les visages des politiciens qui est fabriqué, il déclare avoir or ou être prêt à signer avec la compagnie Shell ici le premier contrat pour l'exploitation du gaz de schiste en Tunisie, à Kérouan. Ouais. Alors, j'ai eu chaud dans la cervelle. J'ai senti qu'il est en train de me prendre pour idiot. Parce que j'ai envoyé mon coéquipier, M. Mohamed Balghouthi, et d'autres, puisque je suis à l'étranger, moi généralement je voyage, je suis consultant en la matière d'énergétique, en pétrole et en électricité. Je travaille parfois dans un pays pour 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, après je me déplace trop. Pendant cette période-là, je n'étais pas en Tunisie. Donc j'ai adressé à M. Balghouthi de contacter le Premier ministre, contacter le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Investissement étranger, M. Betaïb Riaz, Saïdi, Jbali, toute l'équipe de la Révolution, voilà, entre guillemets. D'accord. Rien n'arrive, rien ne change. La langue de bois que vous connaissez. Toujours la même. La même. Le 19 septembre, alors, j'ai eu chaud au front du crâne, et j'ai dit, voilà, ça suffit, je dois faire quelque chose. J'ai émis la première vidéo de 15 minutes, parlant en arabe de cette technologie criminelle et voyou, comme vous la connaissez. Et bien, cette vidéo, elle a tout cassé. Tout le monde en Tunisie parle de gaz de schiste. Même, il y a des gens qui ont arrêté de boire l'eau de ruisseau. Voilà, l'eau de ruisseau et l'eau non minérale. Yani. Il achète l'eau de bouteille. En bouteille. En bouteille. C'est devenu un vrai problème, très, très médiatisé. Depuis le 19 septembre jusqu'au 15 octobre, une quarantaine d'ONG a été créée pour le but. Cette quarantaine d'ONG, organisations de la société civile, ils ont fait du bon travail. Je peux te montrer. Permettez-moi de vous tutoyer, Monsieur Robert. Oui, pas de problème. Pas de problème. Nous avons créé un colloque en premier lieu, qui est le gaz de schiste en Tunisie, pas question. Il a eu un succès très intéressant. Ici, vous avez notre groupe de travail qui est un groupe restreint qui contient nos meilleurs ingénieurs, techniciens, chercheurs, scientifiques éparpillés dans le monde. Vous savez, les Tunisiens sont un peu partout. Nous les avons collectés sous sous ce titre, et il était vraiment motivé pour participer. Nous avons pu stopper le fléau. Le gouvernement commence à donner des signaux contradictoires. Parfois il dit oui, nous avons signé. Parfois il dit non, on n'a pas signé pour l'exploitation, c'est seulement pour pour l'exploration. Voilà. Nous avons fait peut-être une dizaine de sit-ins, de mouvements de masse. Le gouvernement a su qu'il y a un problème qui cloche. Eh bien, ils ont commencé à jouer la cachette avec nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, voilà, nous allons déclarer qu'il n'y aura plus de gaz de schiste, mais on continue à l'exploiter. Voilà. Nous n'avons rien à perdre. Du jour au lendemain, une grande fissure au sud de la Tunisie, au sud du Château El Djerid, une fissure de quelques centaines de mètres, s'est produite. C'était... Parce qu'ils ont déjà attaqué l'exploration? Exactement. Non, l'exploitation. Non, l'exploration.
Ils ont dépassé. Non, ils ont commencé. Il s'est avéré qu'ils ont commencé depuis 2008. Et ils sont en stade d'exploitation réelle avec un taux de production très élevé, 10 000 équivalents barils, something like that. Et ils ne veulent pas même maintenant nous écouter. Dans la région de Kérouan? Non, dans la région de Franig, au sud du Château Djerid. Ah, aussi de là-bas, d'accord. Dans le désert, déjà, le gouvernement il a fermé le désert contre les visiteurs. Personne ne peut visiter le désert pour le tourisme, quoi que ce soit. C'est top secret. Bien. Voilà, je vous donne les liens ici pour cette fissure, pour ces problèmes géologiques qui sont avérés. Je vais regarder ça, oui. Exact. Je vais te donner tous les liens et vous aurez peut-être à les revoir au moment que vous choisissez maintenant ou après. J'ai succédé, moi et mes collègues, nos publications. Nous sommes arrivés à faire stopper, en quelque sorte, le créneau, le fléau. Nous avons créé la conférence de Oujda, là où des scientifiques et des chercheurs, des ingénieurs du corps de métier se sont réunis à Oujda au Maroc. Oui, j'étais au courant, oui. J'ai contacté M. Banata, qui était le responsable et qui a animé cette conférence. J'ai voulu qu'une déclaration internationale soit signée et qu'elle aura le potentiel d'un décret entre scientifiques. J'ai voulu qu'elle soit une référence en la matière pour les Européens et les Maghrébins. Malheureusement, il a fait un texte qui lui a plu, il ne m'a pas beaucoup plu, mais on peut faire mieux maintenant. Nous avons créé le colloque euro-maghrébin pour l'antigaz de schiste. Peut-être vous savez, ou vous avez eu la possibilité de le voir, le semagaz.org, c'est ici que vous pouvez le voir. Il y a, j'ai le lien. Exactement, vous avez le lien. Ça, c'est pratiquement tout ce que nous avons pu faire. Nous avons provoqué la réaction, en quelque sorte, chez vous, en France, de M. François Hollande, qui s'est précipité pour dire qu'il n'y aura pas d'exploitation ni exploration du gaz de schiste tant qu'il est en pouvoir. Juste après, les Algériens, leur Premier ministre, il a déclaré quelque chose du même sens, mais je sais que tous, en Tunisie, aussi bien qu'en Algérie, aussi bien qu'en France et ailleurs en Europe, ils sont en train de nous vendre le macaque. Oui, donc, on le sait parce qu'on a, les parlementaires français, que ce soit les députés et les sénateurs en France, ont mis en place une commission d'évaluation de la fracturation hydraulique propre. Vous entendez? Oui. Donc ils sont en train d'étudier, ils vont étudier quelles sont les solutions que les Américains sont en train d'essayer de nous vendre encore une fois sur le truc pour une fracturation qui serait soi-disant propre. Non, ça j'y viens. Prière, ne perdez pas contact. Nous avons mon collègue Mohamed Belghouthi, il est de Grenoble, il vit à Grenoble, chez vous. Oui, j'avais pas son mail, mais son Facebook. Je lui ai envoyé un message, mais il m'a pas répondu. Voilà, il est en ligne maintenant. Si vous voulez qu'on l'intègre à notre conférence, ça sera... ouais, bien sûr. Donc je l'ajoute, Monsieur Robert, avec votre permission. C'est mon collègue, c'est le vice-président de l'AGS. C'est un bon type, un ingénieur en génie industriel. Et il peut aider, il est motivé, très motivé pour ça. Voilà, en plus, s'il est de notre côté, là, moi je suis pas très loin de Grenoble, je suis à une soixantaine de kilomètres. Pour cela, j'ai voulu qu'il intègre cette discussion pour qu'on puisse arranger votre visite en Tunisie pour le forum. Puisque vous êtes là... Ce forum, je veux vous transmettre ça avant qu'il entre en discussion avec nous. J'ai voulu que sa présence à Grenoble nous aide, nous et vous, à arranger une présence pesante, une présence de valeur en Tunisie. D'accord. Les Chinois, les Français. Important, hein. Exactement. Les autres nations, les autres nationalités, ils vont venir en Tunisie pratiquement comme des touristes. Ils ne savent rien de la Tunisie. Les Français, eux, ils savent. C'est notre destin. Vous étiez là, vous connaissez tout de la Tunisie, notre mentalité, comment nous pensons. Et nous aussi, nous savons comment les Français pensent. C'est pour cela que j'ai
proposer le fait qu'il nous rejoigne et peut-être il sera le lien entre voilà, pour arranger une vraie présence, une présence valorisée, une présence pesante et de valeur qui mérite le nom de la France. Ok, ben pas aucun problème, hein. Vous pouvez voilà, l'intégrer au contraire. Je l'ajoute donc. Oui, parce que ce forum de Tunis est très important à ce niveau-là pour essayer justement de le... Allô, allô, m'entendez? Ah non, je vous écoute. Allô, c'est Belrossi. Allô. Oui, allô. Allô, monsieur Belrossi. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mohamed. Nous avons monsieur Peli Robert avec nous cette nuit. Et c'est un honneur pour nous de discuter avec lui les affaires du schiste et le problème du forum qui sera le 26 mars prochain, Inch'Allah. Et peut-être votre présence à Grenoble nous aidera à limiter le chemin et la difficulté de contact. Peut-être nous aurons à communiquer mieux pour faire de leur présence chez nous une vraie intervention de valeur et de poids qui mérite le nom de la France. Oui. Bonsoir, monsieur Pili. Oui, bonsoir, monsieur. Donc, vous êtes grenoblois, apparemment. Oui, oui, tout à fait, oui. Et chirolois. Et chirolois, d'accord. Moi, je suis de la Verpillière, donc c'est toujours dans l'Isère. Je suis plutôt c'est à côté de plus près de Lyon, voilà. Je suis un peu plus près de Lyon que de Grenoble. Mais bon, c'est pas un problème, hein, ça. Chez nous, la communication se fait facilement. Tout à fait. Donc voilà, effectivement, j'avais pris contact pour cette histoire de forum à Tunis où, en principe, une délégation de chez nous va aller contre ces gaz de schiste, justement, pour présenter un atelier sur les gaz de schiste, sur cette expérience extrêmement dangereuse. Et donc, effectivement, l'intérêt serait effectivement de pouvoir communiquer et faire des choses cohérentes entre les deux pays et puis les autres pays qui vont venir y participer. Je pense qu'il faut absolument qu'on informe de plus en plus le maximum de gens de cette dangereuse expérience qui est en train de se faire aux États-Unis, au Canada, en Australie, qui est une chose complètement démente. Exactement. Non, mais ce sont des criminels, monsieur Pili. Oui, ce sont des génocidaires. Oui. Je les considère comme des psychopathes qui n'ont absolument plus aucune valeur de quoi que ce soit sur l'espèce humaine. Et puis je sais pas à quoi ça peut tenir, mais pour un humain c'est quelque chose de complètement fou, quoi. Oui. J'ai voulu enchaîner, monsieur Pili, monsieur Mohamed, à propos de ce nouveau slogan, cette nouvel mensonge concernant le nouveau système de cracking, la nouvelle façon proposée par les multinationales. Fracturation propre. Non, il n'y a pas de fracturation propre. Ils sont en train de nous vendre le macaque. Il n'y aura jamais de fracturation propre. Notre problème, monsieur Robert, c'est pas avec le gaz qui est dans le schiste. Ce gaz, nous le voulons. Mais nous le voulons lorsqu'il est prêt à être exploité. Au-dessus de la plaquette, oui. Mais dans la plaquette, c'est un crime. Comme si nous sommes en train de vendre l'amandier. Vous savez, monsieur Robert, que cette partie de notre planète est une partie vivante. Il y a un cycle écologique là-dedans. Il y a des bactéries, il y a plus de 1500 types de bactéries qui vivent, qui créent l'organique, qui créent le gaz, le pétrole. Et ce pétrole, il diffuse vers le haut de par la pression de la profondeur et de par la température. Il diffuse vers le haut et il va dans les aspérités, dans la porosité du schiste. Des roches supérieures. Il va vers les roches supérieures. Là, on peut le collecter comme si on collecte les olives de l'olivier, les amandes de l'amandier. Ces idiots, ces criminels, ils sont en train de tuer l'arbre. Ils sont en train de tuer l'arbre, c'est ça qui me rend fou. Oui, tout à fait. Alors, on est conscient de ça. Mais comment exprimer aux gens, moi, je ne sais pas si en France, les citoyens ordinaires réalisent la taille du crime qu'ils sont en train de commettre. Ils savent qu'ils sont en train de vendre l'arbre. Ils sont en train de tuer la poule. Parce qu'ils imaginent il y a tout le lot là-dedans. Mais il n'y a rien.
Et en fait, même en termes de danger, il se concentre sur les dangers collatéraux, c'est-à-dire les dangers qui viennent de l'injection de matière létale. Mais il n'y a pas que ça comme danger. Il y a les dangers sismiques, les dangers, comme l'a expliqué le docteur Reddy, il y a les aspects écologiques de la vie de ce schiste-là. Et en fait, avec les réflexions qu'on a eues, le docteur Reddy et moi-même, parce qu'on a travaillé plusieurs semaines dessus, on a étudié la question, ça rejoint la théorie du pétrole abiotique. Ouais. Donc, parce qu'en fait, il y a deux théories sur la fabrication du pétrole. Il y a la théorie sédimentaire, où en fait, pendant des millions d'années, les matières organiques ont mûri, elles sont transformées en hydrocarbures. Et puis, il y a une autre théorie, c'est la théorie du pétrole abiotique, qui en fait, sous certaines conditions de température, de pression et de localisation, eh bien, le pétrole se fabrique de manière naturelle et quasiment infinie. Exactement. Et donc, en fait, le problème que nous avons posé par rapport au gaz de schiste, en fait, et c'est là où les compagnies pétrolières et les systèmes ont peur, c'est que c'est une véritable boîte de Pandore qui peut dévoiler en fait tous les secrets de cette industrie qui a dominé le monde, parce que le monde aujourd'hui est dominé par la consommation d'énergie, mais la consommation d'énergie dirigée, c'est-à-dire que les solutions alternatives, elles ont toujours été mises de côté, ou les gens qui ont travaillé dessus ont été assassinés ou quoi que ce soit. Alors, oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous, avec une seule différence fondamentale, c'est que même si on les prend pour des psychopathes et des fous, ils sont pas si fous que ça, parce qu'en fait, leur gros souci, c'est que les gros paquebots qui dirigent ne sont pas, je veux dire, ne peuvent pas changer de cap aussi rapidement que ça, mais pour le moment, ils sont en train de virer leur cutie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de passer aux énergies renouvelables, ils sont en train de trouver des solutions complémentaires, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, à force de piocher dans les réserves de stock fossiles, bientôt il n'y en aura plus. Exactement. Et donc il va bien falloir trouver d'autres solutions. Donc les autres solutions, on le sait. Des gens comme Total chez nous, par exemple, c'est le numéro 1 du panneau solaire en Europe. Exactement. Oui, en Allemagne. Ils viennent racheter le numéro 2 américain. C'est ça. Ils veulent garder le monopole de toute façon. Ils veulent continuer à garder le monopole derrière. C'est-à-dire qu'après, le commercialiser. Mais vous inquiétez pas, les énergies propres, mais c'est nous. Mais vous passerez toujours par nos forces codines. Et c'est tout ça qu'il faut casser. C'est ces gros monopoles qu'il faut casser. Exactement. D'autant plus qu'on a toutes les solutions. Hein. Les solutions existent et elles sont mûres et matures depuis très longtemps. Donc on est conscient de ça, mais le problème, c'est ce qui nous manque vraisemblablement, c'est du temps pour nous, pour essayer de, comme on n'est que tous des bénévoles, hein, je présume que vous aussi de votre côté vous avez votre boulot, mais que on a trop payé pour nous acheter, mais nous avons refusé de nous vendre. Ils ont payé 10 milliards pour avoir nos têtes. Effectivement, Monsieur Robert, je ne suis pas en train d'exagérer, mais vous pouvez avoir l'opinion de Monsieur Mohamed. Ils sont prêts à payer des milliards de dollars pour que nous taisions, parce que nous sommes les fils de cette région. Les gens nous écoutent. Et puis en plus vous avez compétences pour expliquer. D'autre part, moi j'ai fait autour d'une vingtaine ou 25 vidéos. Ils ont fait une vraie révolution. Les citoyens, dans leur café, dans leur petit bistrot, dans les restaurants, dans les rues, chez eux, au foyer, ils parlent que ce monstre de gaz de schiste, il est devenu l'histoire quotidienne, le sujet quotidien pour les Tunisiens. Pour cela, M. Mounir Bouaziz, le corrompu numéro 1 de Shell, c'est un Arabe, c'est un Tunisien. Hein? Il a voyagé en jet privé. En jet privé de Dubaï à Tunis pour participer à un plateau télévisé pour dire que M. Hadi Ali et M. Belghouzi ne prononcent pas la réalité, ils sont en train de dire des mensonges. Mais Dieu merci, il a dit que il n'a prononcé que sa défaite. Parce que les Tunisiens sont aussi sont plus intelligents que ça.
La première question, c'était comment vous êtes venu de Dubaï? Il a dit par jet privé. Alors là, les Tunisiens, ils ont tout compris. Moi, j'ai voulu vous informer, ou peut-être vous êtes informé suffisamment, même plus que moi, et que M. Mohamed, puisque vous êtes en train de nager dans un bain plus vaste que le nôtre, mais j'ai voulu vous porter à votre connaissance que cette technologie du gel, il faut convaincre les gens que c'est un mensonge. Le problème, c'est pas dans l'eau elle-même, c'est pas dans le gel, c'est pas dans le produit d'injection. C'est dans la fracture elle-même. Nous sommes en train de détruire notre planète. Nous sommes en train de tuer nos enfants par nos propres mains. Nous sommes en train de revenir 1500 ans chez les Arabes, là où ils étaient en train d'enterrer les jeunes filles parce qu'elles ne veulent pas qu'elles prennent atteinte à la pudeur. C'est vraiment idiot. C'est très grave. Il faut dire quelque chose, il faut créer des plateaux télévisés, il faut contacter les gens et il faut utiliser un langage frappant. Ce que je suis en train de pratiquer. Entre deux mots, je choisis le mot le plus frappant. Je ne suis pas en train d'insulter ni de dire quoi que ce soit, mais je suis en train de dire 1 plus 1 égale 2. Je ne discute pas, je ne négocie pas. Je dis la réalité telle qu'elle est. Même l'autre fois, j'ai parlé de Tchernobyl. Notre gouvernement est en train d'importer du lait, de la viande, des nourritures de la zone de Tchernobyl. Et j'ai dit voilà, c'est très intelligent. Tout le monde, c'est notre gouvernement, s'est réduit à Tchernobyl. Donc on va tout avoir. Peut-être d'ici une année ou deux, nous allons avoir un extra produit de 5 pattes, de 6 œils, de 3 nids, 3 nez. Excusez-moi. En fait, voilà, le docteur Reddy a étudié la propagation de la radioactivité du nuage de Tchernobyl. Et il y a des lieux en Europe où il y a eu les concentrations extrêmement élevées, notamment en Slovénie. Et ce qu'a fait le gouvernement tunisien, c'est qu'il a importé du lait de Slovénie, que personne n'achète. Même en Europe, on ne l'achète pas. Non, on ne l'achète pas. Au Middle East aussi, ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas le lait slovène. Et nous, ils ont importé ce produit-là. Lorsque nous avons proposé à un ami en France, c'est un ami, c'est un type très, très motivé, un scientifique, nous lui avons demandé son avis. Si on traduit ce document en français ou en anglais, moi j'ai les 3 langues, il a dit, si vous allez le traduire, ils vont le voter. Effectivement. Il a dit, si ce document que je suis en train de vous passer maintenant sera traduit en français ou en anglais, il a dit, croyez-moi, ils vont vous faire venir là où ils veulent et ils vont vous assassiner. Parce que avec cette documentation, cette étude, tout est flagrant, tout est clair, tout le monde est en train de duper tout le monde. Bon. Mais aujourd'hui, avec le problème d'Internet et de la communication planétaire, c'est plus compliqué quand même, parce qu'une fois que le document est sorti, une fois que le document est dans la nature, c'est plus compliqué pour eux que pour nous. Dire... oui, voilà. effectivement. En fait, c'est le gros problème de tous nos politiques et de tous nos gros industriels, grosses multinationales, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'effectivement avec la planète telle qu'elle est aujourd'hui, la communication, ils allaient avoir de gros soucis. Effectivement, Monsieur Robert, cette planète est en train d'être investie, promise et modifiée par les scientifiques et les ingénieurs. Elle n'est pas en train d'être investie, promise par les politiciens et les danseurs de la prostitution politique, ceux qui cherchent des chaises et des opportunités de troisième classe. La vie est créée par l'ingéniosité. Le Dieu le Dieu de la créature, de la perfection, c'est Génius. Les ingénieurs sont les fils de ce bon Dieu qui est le Dieu grec de la perfection. Aujourd'hui, tout bouge de par l'intervention des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques. Si les politiciens ne veulent pas nous côtoyer dans ce train de la vie, ils vont perdre. C'est pas nous qui vont perdre. Bien sûr. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en France. Là, on vient d'adresser, nous au niveau de la région Rhône-Alpes, là, donc l'ensemble des collectifs vient d'adresser à tous les élus, députés et sénateurs, une lettre ouverte
leur expliquant que justement à la suite de cette commission d'enquête qui a été évaluée par le Sénat et les députés, qui va travailler sur une étude d'une fracturation hydraulique propre, on est en train de leur dire, messieurs, attention, à partir de maintenant, on vous a à l'œil, c'est-à-dire que tous ceux qui seront actifs ou passifs dans cette histoire des gaz de schiste, qui auront permis une exploration, voire une exploitation par la suite, au moindre dégât, nous vous attaquerons devant les tribunaux pour crimes contre l'humanité. Et ça, à partir de ce moment-là, vous êtes avertis. On n'est plus au siècle passé où on disait un homme averti en vaut deux. Aujourd'hui, un homme averti en vaut plus de 10 000. Tout mon si c'est pas plus d'1 million. Tout mon hommage pour vous. Vous serez avertis que nous vous attaquerons devant les tribunaux. Vous serez les premiers sur la liste à subir le contre-coup de cette opération. Absolument. Donc voilà, nous commençons à les mettre devant leurs responsabilités, devant leurs conditions. Oui. Super. C'est exactement, c'est vraiment un hommage. Alors ça, je pose le chapeau pour vous. Ça vient de partir par mail. Il y a pour l'Isère, c'est parti il y a une dizaine de minutes, un quart d'heure, un petit peu avant que vous m'appeliez. Oui. Et pour le reste du Rhône-Alpes, c'est en train de se faire et on diffuse sur les autres collectifs nationaux pour qu'ils fassent exactement la même chose en rajoutant leur collectif comme truc et en adressant un truc. Dans la foulée, pour finir avec ça, dans la foulée, la commission qui va se réunir, c'est grosso modo 35 personnes. Hein. Moitié de députés, moitié de sénateurs. Oui. Donc là, ça va être encore plus violent puisqu'on va leur dire attention, à partir de maintenant, on va vous surveiller de très près pour savoir ce qui va sortir de votre étude. J'ai une proposition pour vous. Première chose, on va vous envoyer des documents contre-arguments de tout ce que les propagandes et mensonges des multinationales vous ont abreuvé jusqu'à présent pour vous montrer qu'effectivement il y a d'autres solutions et qu'il y a effectivement de gros risques à attaquer ces gaz de schiste. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, vous aurez les deux sons de cloche, vous serez un peu moins couillon, et à partir de ce moment-là, on écoutera effectivement et on regardera ce que vous allez faire, si vous prenez position pour, contre, ou si vous vous abstenez, ce qui pour nous est de la passivité et sera aussi contrainte par les mêmes conditions de déferment en justice. Donc voilà, maintenant ils vont être avertis, on leur a dit, jusqu'à présent on a été très gentils, on a fait des manifestations sympas, on a fait des trucs comme ça, à partir de maintenant on vous a dans le collimateur. Exactement. Donc ça va être pour cela, et ensuite on va s'occuper des scientifiques complices, voilà, parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui sont très complices, scientifiques, des chercheurs dans les universités, des trucs comme ça. On s'occupe d'eux, je commence à noter tous les noms et leurs adresses de façon à pouvoir leur adresser. Ce sont des mercenaires, monsieur. Voilà, je vais. Tout à fait. Ce sont des mercenaires, ces gens-là. Ça c'est vraiment. Ils ont vendu leur âme au diable. Exactement. C'est malheureux. Monsieur Robert, je pourrais ajouter, si vous me le permettez, monsieur Mohamed aussi, un petit détail. Vous savez que tout bouge dans ce monde, il bouge dans notre intérêt. Les moyens de communication actuels nous permettent de participer à vos colloques, à vos interventions, à vos déclarations. On peut même être signataire, moi et M. Mohamed, de tout ce que vous faites pour appuyer votre position en France. Et aussi, si nous faisons quoi que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, vous serez partisans et signataires. Tout à fait. Je pense c'est ce qu'on a déjà fait avec. On a promu le colloque de Oujda. On l'a diffusé à je ne sais combien d'exemplaires pour effectivement. Non, je veux mieux que ça, moi. Vous faites une déclaration peut-être. Effectivement. Vous personnellement, votre équipe. Vous avez dit une vingtaine ou une trentaine de personnes, ou même 2 personnes de chez vous, ils préparent une déclaration, ils la proposent aux gens, ils la signent, ils expriment leur accord et elle sera diffusée au nom de tous. La déclaration de la Méditerranée ou quelque chose comme ça, par exemple. Tout à fait. Parce que voilà, les deux rives sont directement concernées. Cette déclaration, c'est ce que je vous propose avant le forum, parce que ce forum, je veux en faire une déclaration comme celle de Bandung. Vous vous rappelez ce problème de libération et le colonialisme. J'ai voulu faire le forum une occasion pour déclarer
un texte international d'envergure et qui sera utilisé à l'ONU chez les il faut qu'on travaille là-dessus, sérieusement. Oui, c'est pour ça que je vous contacte cette nuit et j'utilise cette opportunité avec vous pour vous proposer ça. Nous pouvons lister une équipe de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la France, le Québec, les États-Unis, l'Allemagne. Nous avons tout. Moi et M. Mohamed, nous avons fait une toile d'araignée de contact de travers le monde. Même en Australie, en Inde, au Bélarus, nous avons des coéquipiers à nous qui travaillent dans le même sens. Ce sont des scientifiques tous, des ingénieurs, des chercheurs, des personnalités que vous respectez bien et qui sont à la valeur de dire et à la hauteur de prononcer leur point de vue librement et clairement. Ces gens-là, on en fait une équipe, une centaine de savants, de chercheurs pour être le bataillon des lutteurs contre cette technologie de voyous, et nous pouvons organiser notre action en créant en premier lieu une déclaration d'une demi-page qui met les points sur les i, comme vous l'avez prononcé tout à l'heure, pour dire à ces gens-là, vous n'allez pas vous échapper, vous n'allez pas échapper à la justice ordinaire et à la justice populaire. Parce que le deuxième pas, s'ils n'écoutent pas nos slogans et nos cris, nous allons faire appel à la masse populaire pour détruire tout. En Tunisie, s'il y a un gisement qui est en train de semer la pagaille chez moi, je ne vais pas me taire, moi. Je vais appeler ma tribu. Je vais appeler ces gens-là qui ne comprennent rien en rien. Ils vont tout détruire, allez les juger après. En fait, la chance que nous avons en Tunisie par rapport à des pays comme la France, c'est que l'inertie est très faible. On est un petit pays avec 10 millions d'individus. Exactement, c'est ça notre on est en révolution, donc on est en train de réécrire l'histoire et de refaire la constitution de notre pays. Et le changement, s'il y a un changement et propagation du changement de la Tunisie au Maghreb et de la Tunisie vers la France, l'Italie, etc., il ne peut se faire en termes de temps, en termes de rapport à l'inertie, qu'en Tunisie. Exactement. Les enjeux en Tunisie sont extrêmement importants. Et la charge à tous les niveaux. À la charge aussi. Notre charge est double. Exactement. Et nous, on est des scientifiques et vous savez, Monsieur Pili, on fait également attention à ce qu'on dit, aux informations qu'on dit par rapport à l'état, non seulement à l'état émotionnel, mais à l'état politique, géopolitique et économique de la situation. Et voilà, donc si nous, on peut mettre la main dans la main par rapport à ce forum mondial et faire en sorte de mettre assez de pression pour que, au niveau constitutionnel en Tunisie, eh bien, soit imposé le principe de précaution, soit imposé la préservation des cycles écologiques qui concernent le schiste et qui concernent d'autres choses. Là, on aura gagné. Parce que non seulement ça protégera notre pays, mais ça protégera les autres pays où notre pays fera jurisprudence. Et comme le timing de l'écriture de la Constitution, il est très court et il nous reste encore entre 6 et 8 mois, c'est maintenant qu'il faut frapper. Oui, tout à fait. Vous voyez, monsieur Pili ? Oui, et c'est d'autant plus intéressant et important que vous êtes en fait une équipe de scientifiques. Nous, c'est ce qui nous manque jusqu'à présent, y compris en France. On connaît quelques scientifiques, le docteur Picot pour la toxicologie. Oui. C'est extraordinaire ce qu'a fait le docteur Picot. Absolument. C'est un héros. Qu'est-ce qu'on a ? On a le monsieur Jean-Robert Grasso pour la sismographie, pas sismographie, la sismologie. Voilà. On a Pistre pour l'hydrogéologie, on en a quelques-uns, mais on n'en a pas des masses. Et en plus, ces gens-là n'ont pas de porte ouverte pour aller faire des conférences ou faire des séminaires. Non. Nous voulons seulement votre appui. Non, excusez-moi, Monsieur Robert. Tout ce qu'il nous faut, Monsieur Picot, je suis entré en contact avec lui pour une période et nous avons discuté de ce problème de cycle écologique, bactériologique au sein du schiste. Il est tout à fait d'accord. C'est un sujet très important
Personne n'a parlé de ça avant. Personne ne peut imaginer une vie au fond de 4000 mètres, 4500 mètres au fond de la terre. Personne ne peut y croire, mais moi j'y crois. J'étais le premier à dévoiler ça, à prononcer ça. M. Picot m'a appuyé, même il a dit c'est un sujet de doctorat. C'est tout ce que nous voulons, M. Robert, c'est que vous nous aidiez à ce que ces gens-là que nous respectons beaucoup, ils viennent dans notre camp, ils signent nos déclarations, ils expriment leur consentement, ils disent voilà, ces gens-là, ces petits ingénieurs, ces petits scientifiques qui sont au début de chemin ou qui ont le petit peu qui a pu les motiver pour dire non, moi je suis avec eux. Parce que la présence de M. Picot et c'est similaire parmi nous pour signer n'importe quel document, ça donne une très grande valeur. Oui, tout à fait. Lui, il signera, il n'y a aucun souci. Hein. Ah, voilà, c'est un honneur pour nous. Et les deux autres que je connais aussi, c'est la même chose. Hein. C'est un vrai honneur pour moi, pour M. Mohamed, je pense, d'avoir mon nom écrit sur la même page avec ces grands détails que nous respectons beaucoup et que nous cessons de respecter. Parce que ces gens-là, ils ne viennent pas tout le temps dans notre monde. Ouais. Eh ben, on va travailler là-dessus, si vous le permettez, puis on va essayer d'avancer rapidement sur ce projet-là, parce que maintenant le temps est un peu court. Hein. Exactement. Si vous voulez, nous avons les moyens, peut-être la possibilité, nous avons des jeunes gens de l'université, ceux qui font des websites, qui travaillent là-dessus, peut-être nous allons charger M. Mohamed Belghouthi, parce que là, c'est cette branche-là, de créer un site spécialisé en la matière. C'est la déclaration de Kérouan, parallèle au forum de mars 2013. Nous allons l'appeler la déclaration de Kérouan, ou la déclaration méditerranéenne, n'importe quel nom. Oui, après, il faut trouver un nom qui soit... Mais Kérouan, c'est bien, parce que si c'était un endroit où ils avaient l'intention de forer, ça sera... mais c'était là, croyez-moi, c'est la région la plus risquée. Il y a 8 fissures primaires et 16 fissures secondaires dans la plaquette. Et ils viennent la détruire. Peut-être vous n'allez plus voir le Kérouan. Peut-être il va 2000 mètres au-dessus de ça. Oui. Vous savez qu'en France, en 1990, M. Balghouthi, là, vous savez peut-être ça, non? En 1990, la société Essorel a percé des trous dans le plateau du Bugey, dans l'Ain. Oui. Ah, et pas au courant, non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont perdu la tête sur 100 mètres de haut. Mon Dieu. Résultat des courses. 6 heures après, la source de la moulasse était pourrie. 23 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, elle est toujours aussi pourrie. Oui. D'accord? On a tous les éléments. Hein. On a les documents d'époque, on a tout ça. Donc, effectivement, dans un sol karstique, il n'y a rien de plus dangereux que d'aller forer dans un sol karstique, tout le monde le sait, mais pas eux, apparemment. Non, ils le connaissent. Ou alors ils sont inconscients. Est-ce que, M. Robert, est-ce que vous avez des gens qui connaissez des gens qui travaillent à l'IFP? À l'IFP? Ouais. Alors, non, personnellement non. Je sais que l'IFP, j'y ai donné quelques conférences, enfin j'ai essayé de donner des conférences, mais on m'a tout de suite barré parce que forcément j'étais j'arrivais avec des idées complètement folles quoi par rapport à eux. C'est ça. Donc ils ont mis en place tout un système et aujourd'hui je suis barré. Je peux même plus y aller en tant que visiteur à la limite. Monsieur Robert, oh là là. Vous savez qu'ils ont un département spécial qui étudie l'exobiologie du schiste. Ah oui, oui, bien sûr. C'est un département extrêmement fermé dont personne ne parle. Absolument. Ouais. Et qu'il brevette également les bactéries. Parce que c'est fou. C'est fou qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, il y a des bactéries qui sont capables de métaboliser les métaux lourds, les terres rares, l'uranium, et ils veulent les utiliser pour extraire les terres rares. Parce qu'il y a d'autres enjeux derrière le gaz et le pétrole. Il y a l'enjeu des métaux. Et ces gens-là sont des malades, c'est-à-dire que pourquoi ils injectent des biocides et des excusez-moi du terme, des saloperies pour essayer de tuer des bactéries, pour faire des tests et puis pour tuer cette vie bactérienne, parce que si jamais elle sort en grand jour, ça peut détruire n'importe quoi. Et quand elle sort cette vie bactérienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer d'autres bactéries capables de tuer ces bactéries qui étaient sous terre.
Mais à la fin, qui va tuer les bactéries tueuses? Les virus. C'est bien des malades. Hein. Oui. Ils sont complètement fous. Ils sont tarés. C'est bien des malades. Ils se sont pris pour Dieu. Non. Je sais pas. C'est exactement ça. Eh ben, vous savez, peut-être c'est un peu étrange de dire que la guerre froide n'est pas encore terminée. Ah bah oui, ça c'est clair. Les rescapés de la guerre froide, ceux qui ont cru un de ces jours qu'ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Ce sont eux qui ont perdu et ils ont découvert qu'ils ont perdu la guerre 15 ans après. Vous voyez la crise mondiale actuelle, elle touche ceux qui ont un de ces jours dit qu'ils ont gagné la guerre. Parce que, oui, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais ce qui m'intéresse c'est mon pays, c'est l'intérêt de mes enfants, de mes amis, de mon entourage. Ces gens-là, ils sont prêts à tout vendre pour avoir de l'argent en immédiat. Leur problème, c'est l'argent en immédiat. Lorsque nous avons affaibli leur position en Algérie et en Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Automatiquement, ils ont déclaré la guerre au Mali. Il y a un lien, c'est pas seulement fort, un lien automatique, un lien logique entre ce qui s'est passé pendant 3 mois en Tunisie, comme mouvement de masse, comme mouvement de rejet de cette technologie de merde, et ce qui se passe en Mali. Mais ils vont perdre aussi au Mali parce que l'enjeu, c'est pas une religion. Nous n'avons rien contre personne et personne n'a rien contre nous. Nous sommes là pour vivre comme nous l'avons été toujours. S'il y a des exceptions ici ou là, il y aura aussi des exceptions dans n'importe quelle autre société. C'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est de faire, de préparer l'aliment, le foyer, l'école, le moyen de transport, l'hôpital pour les gens, pour qu'ils mènent une vie correcte, un peu, voilà. C'est ça notre souci. Qu'ils croient en Dieu ou ils croient en Satan ou ils croient en rien du tout, c'est pas mon affaire. Pourquoi ils mêlent ça et ça? C'est juste pour investir dans ces amalgamis, dans ces sujets fantoches, ces sujets sans issue, sans conclusion, pour nous faire entrer dans une roue sans fin. Et on s'entretue. Vous voyez ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Soudan. Oui, vous savez la première chose, pardon, monsieur Ali, la première chose qu'ils ont bombardé en Libye, monsieur Pili, est-ce que vous savez ce que c'est? La première chose que l'OTAN a bombardé. Et je présume, parce que je sais que la Libye est tout au moins en théorie, un gros gisement de gaz de schiste. Oui. Donc je présume que les éléments qu'ils ont essayé de bombarder en premier, ça a été effectivement des zones qui servent à ça. Qui servent à ça. Eh bien, en fait, exactement. La première chose qu'ils ont bombardé, c'est les stations de pompage d'eau de la nappe albienne et du continental intercalaire. J'ai été en Libye justement invité par monsieur Kadhafi pour un forum. Oui. On y est resté 15 jours. Oui. Et on a eu la chance d'aller visiter cette fameuse rivière à ciel ouvert, qui est une folie complète, parce que de toute façon, même moi qui suis pas un ingénieur de trucs, je suis un simple citoyen dans les énergies nouvelles. J'ai trouvé ça complètement fou, quoi, d'avoir essayé d'en faire une rivière à ciel ouvert dans un pays où il fait 50 degrés à l'ombre. Oui. Et où l'eau n'arrive même pas aux nappes aux étangs qu'ils ont essayé de créer pour faire de l'irrigation agricole. Donc c'est une folie complète. Et en plus c'est une nappe qui est complètement fossile, c'est-à-dire une nappe qui ne se régénère pas. Donc on est en train de... Voilà. Mais comme je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps pour l'Algérie et pour la Libye, c'est vrai que les foreurs, ils ont tout à leur disposition. Ils auront l'eau, ils auront le gaz un peu plus bas, et puis ils auront à la limite des chameaux ou des mulets comme seul opposant, parce qu'en plein désert, il ne va pas y avoir beaucoup d'opposants. Donc ils ont toutes les chances pour eux, là. Exactement. Dans le désert. Voilà, ici, pour juste... orienter cette discussion dans un sens constructif. Cette discussion est absolument constructive, mais je voulais en faire une conclusion praticable et tangible. Si nous proposons un website pour promouvoir une déclaration
signé par M. Picot, M. Robert, M. Hadi Ali, M. Mohamed Balghout et les autres. Tous ceux qui voudront signer, hein, ça voilà. C'est clair. Et on en fait un document universel que nous proposons à l'ONU, aux organisations mondiales, internationales et aux gouvernements différents types, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe. Ça sera du bon travail. Oui. Et dans ce document... Pendant le forum, vous voulez le faire signer par tout le monde là-bas pendant le forum? Exactement. Pendant le forum et après. Oui. Si vous signez, après, enfin, ou avant, éventuellement, s'il est prêt avant, on peut déjà voilà, on le prépare avant, un document bien raffiné en quelques lignes, comme tous les décrets, comme toutes les déclarations universelles. C'est pas la peine d'en faire un discours, mais pour dire à nous, voilà, vous êtes en train de détruire notre planète, nous n'allons pas garder le silence, vous serez incriminés et nous allons vous suivre en justice. Les dommages et intérêts des gens ignorants qui ne savent rien de ce sujet, vous allez les payer. Comme ça, en 2 mots. Ça me plaît bien. Moi aussi. Si vous nous aidez à ça, M. Picot vient à notre côté et les autres, ça sera vraiment une première que l'histoire va raconter pour longtemps, en votre nom et en mon nom. Ça me plaît bien, ça. Exactement. D'un côté. D'autre côté, M. Robert, les médias, c'est une arme à double tranchant. Moi, j'ai essayé ça et j'ai conclu ce que je vais vous dire. Lorsqu'on use de plateaux télévisés et de médias avec au maximum de données et on presse beaucoup pour inciter les gens à faire quelque chose, et du jour au lendemain, on garde le silence, ça sera un effet inverse. On va tout perdre. J'ai un peu le sentiment, en Tunisie, nous avons trop poussé pour créer une pagaille, une sorte de panique dans la société tunisienne, et du jour au lendemain, parce qu'il y avait quelques mouvements, des malentendus politiques, des mouvements qui ont un aspect purement social, nous avons un peu oublié le problème du gaz de schiste, et nous avons monté haut dans l'arbre. De sorte qu'on n'a pas pu descendre pour dire aux gens, voilà, on continue la lutte. Si on vient aujourd'hui leur dire, voilà, nous allons continuer la lutte, ils vont dire, avec toute la hauteur que vous avez eue pendant 3 mois et vous n'avez pu rien réaliser, est-ce que vous allez réaliser quelque chose de mieux avec une autre manche? Pour cela, je propose la chose suivante, chose que j'ai vécue, j'ai senti en moi-même avec les actions de M. Mohamed Balghout et les autres. Il ne faut pas créer une panique sociale. Il faut informer les gens doucement. Il faut donner des sujets frappants, l'eau, la nourriture, le futur de nos enfants, le siècle prochain, si nous ne serons pas là, mais nos cogénitures vont être là. On parle de ça systématiquement d'une façon continue jusqu'à créer une sorte de culture dans nos sociétés. Fallait-il ne pas créer une panique? Parce que lorsqu'on crée une panique une fois, on ne peut plus traiter le même sujet une deuxième fois. Et puis en plus, les adversaires vont s'en servir pour... Ils se sont servis, vous savez, de par nos slogans, nos points forts que nous avons utilisés, maintenant ils sont en train de faire une contre-attaque, faire une sorte de promotion pour le gel, pour les fracturations à base d'air comprimé. Il y a des idées fantoches, des idées de charlatan, celui qui a fait la guerre des moulins en Hollande, comment s'appelle-t-il? La guerre? Oui, la guerre contre les moulins. Comment s'appelle? J'ai oublié. حرب الطواحين الريح هذه يا محمد شو اسمها هي؟ Oui, ça doit être la guerre des moulins, mais c'est il y a longtemps, ça, il y a des centaines d'années. Non, ça c'est dans l'histoire, c'était une sorte de blague qu'on raconte pour nos enfants. Mais vous voulez dire... oui, je vois qu'il voulait dire, mais c'est pas en Hollande, c'est Espagne. En Espagne, exactement. Oui, c'est... Don Quichotte. Ça va nous revenir, c'est pas grave. Non, Don Quichotte. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Oui, c'est Don Quichotte qui a fait la guerre du monde. Don Quichotte, voilà, bien sûr. Maintenant, ils sont en train de faire une guerre, une vraie guerre, du genre Don Quichotte,
pour convaincre les gens qu'ils vont mourir, ils vont souffrir, ils vont être affamés s'ils n'utilisent pas le gaz du schiste. En réalité, c'est pas vrai. Nous avons autant de sources et ce monde il est encore vaste, très très vaste pour recevoir 5 fois le nombre actuel d'individus. Lorsque vous voyagez par avion, moi, lorsque je prends l'avion, je vois en dessous de moi, je vois les grandes villes comme le Caire, Paris, Rome, des petites villes, des petits villages comparés à l'espace qui les entoure. Pourquoi contaminer ce monde entier, cette planète-là tuée par nos propres mains? Le monde est très vaste, il peut nous recevoir tous. Pourquoi en faire autant de mal? On va transmettre cette culture, on doit créer ce genre de culture au sein des masses populaires, au sein de la société, pour que leur action à eux devienne une sorte de guerre de Don Quichotte. L'autre fois, cet individu qui est venu de Dubaï, c'est un médiateur de corruption. Il n'a pas de boulot, sauf que la compagnie Shell l'envoie au pays corrompu, là où il y a plein de blanchissement d'argent et ces choses. Il intervient là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a jamais été scientifique et déjà il a un sujet très grave avec les Français, de par le problème d'El Fakitan au Gabon avec Omar Bangou. Et il est recherché par les Français, l'Interpol le cherche, et c'est pour cela qu'il utilise un jet privé, parce qu'il ne peut pas voyager dans les flights ordinaires. Il est venu chez nous en Tunisie, le gars il est très beau, voilà, il se porte bien. Et ce qu'il a dit voilà, il y a plusieurs genres de gaz de schiste. Ils ne sont pas tous dangereux. Juste pour faire immerger, pour créer de l'intox dans la cervelle du citoyen ordinaire. Ah oui, c'est ça. Exactement. La propagande de tous les pétroliers, c'est ça. Hein. Encore aujourd'hui, ils nous expliquent qu'il n'y a pas de danger, rien du tout. Alors quand on voit le nombre de puits en défaut aux États-Unis, qui sont comptabilisés sur un site d'ailleurs et qui est mis à jour en permanence, ils ont dépassé les 60 000 puits qui sont en défaut. 60 000. Ouf. Hein. Alors, comme ils nous disent, oui, mais c'est un pourcentage infime par rapport à ceux qui ont été percés. Oui, monsieur, mais imaginez que les gens qui habitent autour de ces 60 000 puits, ils sont dans la mouise la plus totale. Dans la merde, oui. Mais en plus, ce qui est grave dans leur raisonnement, où ils mentent, c'est qu'ils disent on injecte seulement 1% de produits chimiques. Mais c'est pas une histoire de quantité, c'est pas une histoire de pourcentage. Il y a rien que les doses homéopathiques elles peuvent détruire les systèmes nerveux, rien que la molécule même. Exactement. Donc le documentaire là sur Arte où ils ont dit avec les Polonais quand le type d'Exxon il est venu les voir et il leur a dit nous on injecte du jus de citron. Hein on injecte du jus de citron. Il n'a pas parlé des comment il s'appelle des produits qui empêchent la reproduction des êtres humains, etc. Il n'en a pas pour du. Non, il y a du jus de citron, ne vous inquiétez pas. Hein. Pourquoi pas du Coca-Cola ou. Ah ben j'ai un expert. J'ai un expert suisse qui a aussi dans un documentaire de la télévision suisse qui explique qu'ils font ça avec du sucre et du sel. Ouais. Il explique clairement avec du sucre et du sel. Oui. Non mais voilà, plus c'est gros, plus ça passe quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai, le mec il est ingénieur, il est machin ci et là, il passe à la télévision, il raconte ça. Oui. Pour 99% de la population qui regarde la télévision, c'est bon, c'est rentable. C'est rentable. Oui. Voilà, je pense que travailler sur ce sujet de website pour unir c'est une bonne idée. Exactement, le maximum chez nous et de chez vous pour travailler sur ce sujet. D'autre part, travailler sur cette déclaration. Elle est très intéressante, M. Robert. C'est très important de profiter de ce forum et créer un événement qui persistera, qui vivra pour longtemps. Il sera peut-être une référence même pour les juridictions, même pour les dommages et intérêts des gens. Nous avons à Abu Hajj, à Kirouan, la région là où ils attaquent avec leurs explosions, ils ont créé 2 tremblements de terre, si vous le connaissez. 2 tremblements de terre ont été créés en février 2010
excusez-moi, novembre, le 12 novembre, octobre-novembre, yes, le 12 novembre 2010, et dernièrement, il y a un mois seulement, il y avait 2 tremblements de terre dans une région là où jamais il y en avait eu. C'était un tremblement de terre provoqué. Ils sont tous les deux localisés exactement